je voudrais peut-être pour commencer, parce que l'enjeu c'est le big data, c'est la révolution des données, avec Gilles Dumière, donc de chez Oracle, d'essayer d'expliquer pourquoi ces données introduisent des disruptions. Gilles. Alors, effectivement, Oracle est le numéro 1 mondial de la gestion des données, donc on a une certaine vue au niveau mondial sur les données, et d'un point de vue un peu macro, ce qu'on peut considérer aujourd'hui, c'est que la donnée en fait, est un capital, de la même façon qu'un capital financier. Et pourquoi ? Parce qu'ils permettent de créer de nouveaux produits, de nouveaux services. Et on le voit très bien, si vous prenez le cas, enfin c'est assez connu, le cas d'Uber ou le cas de Airbnb, en fait, toutes ces entités, ces organisations, en fait, ont un capital physique très faible. Par contre, elles ont un capital de données extrêmement important. Alors ça, c'est une notion qui est extrêmement importante en termes pour toutes les organisations existantes, mais aussi, bien évidemment, pour les startups. Parce qu'en fait, la conséquence de cela, c'est que la donnée, en tant que capital, a un pouvoir disruptif énorme. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ces données, on est capable de transformer des services existants en des services digitaux qui, bien souvent, permettent d'adresser des utilisateurs qui jusqu'à maintenant n'utilisaient pas ces services parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Le temps, c'est par exemple le cas de Netflix, ou l'argent, c'est le cas de Uber ou de Airbnb. Alors la deuxième conséquence de cela, c'est que la bataille entre les startups, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et les organisations existantes, en fait, elle est incertaine. Elle est incertaine. Pourquoi ? Parce que, au travers de leurs activités, toutes les organisations, quelles qu'elles soient, produisent de la valeur, et au travers de cette valeur, elle se fait au travers d'interactions qui permettent qui utilisent à la fois des données, mais en même temps en génèrent d'autres. Et donc, plus, on a de données, plus on a un avantage compétitif pour peu qu'on sache s'en servir. Donc c'est vrai, bien sûr, pour toutes les entreprises existantes comme les organisations existantes. Et on voyait tout à l'heure la capacité aussi de disruption de Civitech dans le domaine des collectivités. Donc c'est en cela que c'est assez intéressant et que les organisations existantes doivent avoir réellement une stratégie pour utiliser leurs données. C'est une vraie mine d'or, mais elles doivent s'en servir. Et elles doivent s'en servir vite. Alors, la data, c'est la matière première, on voit bien, elle permet la disruption, mais ce qui crée la disruption, en réalité, c'est plutôt l'usage qu'on en fait, et c'est la révolution des usages. C'est parce que les gens ont décidé de prendre des taxis qui sont accessibles directement sur un smartphone que Uber a pu venir disrupter le marché du taxi traditionnel parce qu'il ne s'était pas adapté à l'existence de cette géolocalisation de ces données. Alors il l'a fait depuis, mais donc il s'est laissé en tout cas embarquer là-dedans. On pourrait dire dans le même genre d'idée que les hôtels n'ont pas vu venir la révolution Airbnb, c'est-à-dire l'usage que les habitants des villes peuvent faire, la rentabilisation de leur capital inemployé. Blablacar, le covoiturage, c'est aussi la même chose. Donc, en fait, la disruption, elle vient plutôt de la demande, j'ai l'impression. Oui, c'est une question de service, en fait. Voilà. C'est qu'en fait, on est capable de créer des nouveaux services à partir de ces données. Et c'est ça qui est absolument important. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de nos clients, qu'ils soient collectivités ou entreprises, en fait, transformer leurs produits en des services. Et c'est tout le mouvement que vous voyez, par exemple, sur l'utilisation à la fois des capteurs, et du big data pour exploiter ces données et créer en fait et transformer en fait des produits existants physiques en des services. Et vous voyez ça dans toute l'industrie, mais vous voyez ça aussi dans les services fournis par les collectivités. Alors on va écouter à ce stade Estébé Admiral qui vient de Barcelone, il vient de loin, il peut quand même prendre la parole tout de suite. Merci Estébé d'abord d'être avec nous pour cette magnifique journée. Data Driven City, c'est la nouvelle branche de la Smart City. On devrait d'ailleurs annoncer le Data Driven City de l'an prochain finalement. Oui, merci beaucoup. Et au début, je voudrais vous m'excuser. Excusez mon français c'est pas très bon, c'est pas parfait qu'il y avait beaucoup d'années. Je voudrais parler un peu avec ces Data Driven Cities. Les données. Ce sont été très importants par une évolution des capteurs de données
et aussi d'open data, mais il y a des évolutions qui sont aussi intéressantes. Une évolution qui c'était très intéressante est comment utiliser les données pour gérer, mener, pour mettre en place des nouvelles politiques publiques et qu'on fait que ces politiques publiques se sont plus ajustées aux besoins des citoyens. Et c'est une nouvelle de développement. Le défi ici, c'est qu'on mettre ces politiques publiques pas à faire des services publics plus efficients, mais faire des services sociaux pour les gens de la ville. C'est peut-être une des nouvelles choses qu'on fait en ce moment à Barcelone, qu'on est en train de faire en ce moment à Barcelone, et on est au début. Et c'est une nouvelle façon de faire la politique et de faire la politique pour les citoyens et avec les citoyens. Data-driven, c'est-à-dire que c'est la donnée qui gouverne ou c'est la demande du citoyen qui gouverne? On a eu tout ce débat un peu tout au long de la journée. Quelle est ce qu'on appelle en français la poule et l'œuf qui détermine? C'est le fait qu'il y ait des données qui conduit à créer des politiques nouvelles, ou c'est parce qu'il y a une attente de politiques nouvelles qu'on va chercher ces données pour les mettre au service? Les deux, mon capitaine. Oui. Il y a ce qu'on fait, c'est utiliser les données et pas seulement des impressions avec ce qu'on marque la City, c'est d'utiliser des données réelles, c'est avoir une impression réelle, ce qu'on passe, et aussi peut avoir la possibilité de faire les checks avec qu'est-ce que est la réalité et qu'est-ce que les situations qu'on veut amener et à quel point les nouvelles politiques qu'on a mises en place, ce sont des politiques effectives ou ne le sont pas. Marie Baduel, pour l'Avitem, qui est un aménageur, qui a une vision d'aménagement des villes en Méditerranée, quelle est votre vision de la Smart City et des disruptions, des solutions nouvelles qui pourraient être amenées par ces données? L'Avitem, c'est effectivement un aménageur, un développeur des territoires et qui travaille à l'échelle méditerranéenne, donc dans des contextes très différents de villes et de territoires très différents entre le nord et le sud. La disruption de nouveaux services, tout ce qui peut être assimilé à des technologies de rupture, comme on dit, ça revêt un enjeu majeur, évidemment. Dans ces villes, il faut faire mieux et il faut aussi faire autrement. Mais je reviens à votre idée des usages, c'est-à-dire qu'un acteur comme nous, qui sommes un acteur public, on n'est pas là simplement pour multiplier les services. On est là pour répondre à des enjeux qu'on a repérés, qui sont des vrais enjeux de transformation urbaine des villes. Et si je peux aller rapidement, on en a au moins 5 de ces enjeux qui concernent directement ces nouveaux services numériques. On a la question de la gouvernance et des gouvernements qui sont de plus en plus complexes entre différents acteurs et le numérique joue là un rôle majeur. On a la question de la transformation des villes à la grande échelle. Les métropoles aujourd'hui, ça se construit à des grandes échelles. Et donc la question des déplacements, des réseaux, des flux devient essentielle. On a aussi un enjeu majeur écologique, et sur la Méditerranée particulièrement, et on aura, dans le cadre des changements climatiques, des enjeux encore plus forts à relever. Donc, chasse au gaspillage, optimisation de la ressource, activer de nouvelles formes de production et de consommation. On parle de l'économie circulaire, par exemple. Tout ça, ça sera aussi des enjeux de nouveaux services, le numérique et la donnée étant au centre de ces nouveaux services. On peut aussi parler de ces lieux qui seront des lieux d'économie majeurs, qui supposent des réseaux d'écosystèmes d'acteurs connectés entre eux et à l'international. Bref, quelques enjeux comme ça, et je finirai par un enjeu, je reprends votre idée du social, c'est que dans ces villes, il y a de plus en plus d'inégalités. Or, c'est une condition essentielle du développement de ces territoires. Donc, pour nous, les nouveaux services devront répondre à, finalement, si je synthétise 2 enjeux, créer de nouveaux services de flux optimisés et donner de nouvelles opportunités de liens, flux et liens. Alors, deuxième question, c'est
Comment donner corps, transformer en réalité ces objectifs dans la ville? Quels sont, du point de vue de la Vitem, les moyens d'installer la Smart City dans la réalité de la ville? Oui, je crois qu'un enjeu... Bernard Stiegler vient de sortir un livre là, sur la disruption peut rendre fou. Je crois que pour éviter d'être fou, il faut simplement se réancrer dans les réalités de la ville. Et la ville aujourd'hui, quand on est aménageur, ce dont on nous parle, c'est l'accessibilité des logements, l'espace public, le foncier disponible, le désenclavement des quartiers, la question très simplement de la réhabilitation des centres anciens, des médinas comme on l'appelle dans le sud. Donc ça va être pour nous des enjeux majeurs. On travaille beaucoup sur des programmes européens. On a développé un certain nombre de programmes. On vient d'en gagner un sur le coworking. On en avait développé un sur une open data méditerranéenne. On en a développé sur la gestion de l'air, zéro CO2 dans les bâtiments. Bref, beaucoup d'expérimentations comme ça. Mais quelques enseignements quand même de toutes ces expérimentations, c'est que ça demande dans tous les cas un engagement de transparence des acteurs. Première condition. Et peut-être de mise en commun de la donnée. C'est vrai que quand on travaille sur la ville, cette notion de bien commun de la donnée revient souvent. Ça demande aussi de réorganiser. Hein. La big data, ça s'accommode très mal des silos techniques. Hein. Donc on est là sur des organisations beaucoup plus transversales de l'organisation des villes. On est aussi sur de nouvelles formes et l'acteur public a un rôle là-dedans pour créer des innovations ouvertes, organiser des systèmes entre des opérateurs, des politiques, des citoyens pour créer les usages de demain. Ça, c'est extrêmement essentiel dans cette disruption des nouveaux services. Et c'est un rôle qui est important où le public et le privé ont à jouer en commun. On a aussi à adapter les technologies. Je pense qu'il n'y aura pas une Smart City, mais des Smart Cities. Dans le Sud, il y a des notions de low-tech qui doivent être travaillées, des services moins chers, des services qui demandent moins de débit. Et donc, on a une adaptation là-dessus. Et puis, peut-être une alerte sur une tentative peut-être de centralisation. Hein. Très souvent, on a envie de connecter la donnée, d'agréger, d'intégrer tout cela dans un tout cohérent avec un espèce de lieu où un manipulateur serait là à gérer tout ça. Je crois que ça, on le voit quand on travaille sur le territoire. D'abord, il y a une acceptation sociale toute relative. Et puis, ce qui ressort, c'est que finalement, c'est plus des initiatives territorialisées, décentralisées, qui sont capables d'entraîner des processus créatifs en lien avec de nombreux acteurs. Donc là, la ville intelligente se fera, mais avec les intelligences de cette ville. Voilà, ça c'est vraiment des enseignements qu'on a très souvent. Merci beaucoup. Alors peut-être 2 points d'expérimentation de la disruption et des nouveaux services dans la ville. Caroline Posementier, on avait un atelier hier sur ce sujet, d'un terme d'ailleurs qui était assez curieux, je ne sais pas, cette terminologie, la tranquillité publique. Bon, on dit la sécurité, vous êtes d'ailleurs adjointe en charge de la sécurité, mais la tranquillité publique, ça fait un peu froid dans le dos quand on voit ce mot. Enfin, on pense aussi à Minority Report, toute cette science-fiction. C'est Philippe Cadic qui essayait d'imaginer un futur où le crime était... il y avait une prévention du crime avant même qu'il ait lieu. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, quoique, avec l'usage des datas dans certaines villes américaines, à Los Angeles pour ne pas le citer, je crois à Chicago, on est très en avance. Alors, est-ce que Marseille regarde, et vous, en tant que chargé de la sécurité, donc est-ce que vous regardez ces disruptions? Et puis, de façon peut-être plus concrète, qu'est-ce que vous faites à Marseille dans le domaine du big data? Bon, bien, avant tout, je vous renvoie au Code des collectivités territoriales pour parler de tranquillité publique. Vous voyez
comme quoi le cadre juridique législatif auquel on faisait allusion hier est celui qui doit bien entendu nous obliger aussi, même si effectivement nos usages et le numérique nous appellent maintenant à faire bouger les lignes. Restons, c'est ce que j'évoquais hier, il faut être assuré du fait de vivre dans un état de droit avec un certain nombre de règles, sinon le big data pourrait permettre des choses qui... Alors, soyons rassurés, nous vivons encore dans un état de droit jusqu'à preuve du contraire. Et regardons l'innovation, regardons la data comme une richesse, mais une richesse dont il faut, j'apprécie votre expression, qu'il faut utiliser très vite, parce qu'effectivement la data, c'est pas comme le bon vin, la data il faut l'utiliser, il faut être réactif. Et bien entendu, tout commande dans la conduite des politiques publiques à aller beaucoup plus vite et forcément aller dans la transversalité, le partenariat et la coproduction. Alors sur les enjeux et les usages auxquels vous voulez que je fasse référence, le constat est très simple. Lorsque dans une ville comme la nôtre, nous avons mis en place une politique volontariste en matière de tranquillité et de sécurité publique. Une fois que vous avez investi sur les hommes, sur du matériel, sur la vidéoprotection, vous savez, dans une période de finances contraintes, je ne rentrerai pas dans certains détails, tout le monde sait très bien aujourd'hui combien les collectivités ont à faire face à une baisse des dotations de l'État, mais également à des enjeux et à des missions et à des transferts de compétences qui demandent beaucoup plus d'investissement. Eh bien, lorsque vous avez fait le constat des investissements qui sont les nôtres, puisque sur un mandat, ce sont plus de 26 millions d'euros qui avaient été investis dans la tranquillité publique, eh bien, il est indispensable de regarder comment l'enjeu de gestion urbaine de proximité, ce qui compte au quotidien pour l'ensemble de nos concitoyens, peut être travaillé de façon beaucoup plus partenariale et transversale. Vous avez parlé de silos. Effectivement, il faut décloisonner non seulement les pratiques, mais aussi la gouvernance. Chaque collectivité aujourd'hui, et je pense que certains m'écouteront avec beaucoup d'attention, réfléchit comment s'organiser et se réorganiser pour être efficace. Parce qu'aujourd'hui, c'est une obligation de résultat que nous demandent nos concitoyens. Donc, pour en revenir au sujet de la data, nous avons aujourd'hui, dans une ville comme la ville de Marseille, un grand nombre de données, que ce soit les mains courantes de la police municipale, le bataillon des marins-pompiers, leurs interventions, toute cette somme de données dont nous devons expliquer à nos concitoyens qu'elles peuvent être croisées et utilisées pour une finalité qui est une finalité qu'ils appellent de leur vœu, c'est leur tranquillité publique. Donc nous avons effectivement, il y a près de 2 ans déjà, lancé une étude qui nous a permis de déterminer quels étaient les besoins d'une ville comme la nôtre afin d'avoir une politique de tranquillité publique. Je viendrai sur la sécurité tout à l'heure parce que nous devons aussi appeler les limites du cadre institutionnel, et l'étude révélait qu'effectivement non seulement nous pouvions aller vers du croisement de données intelligentes, de données ouvertes, afin de pouvoir les intégrer, les croiser avec une nouvelle gouvernance, toujours en les sécurisant. La sécurité est aussi un point bien entendu indispensable, afin d'offrir un service beaucoup plus réactif, d'abord d'aide à la décision des politiques publiques et d'aller jusque dans le prédictif. Il y a 48 heures de ça, c'était également le thème d'une table ronde à laquelle je participais. Quid du prédictif, où en sommes-nous? Eh bien, alors, nous, Marseille, nous lançons. Quid du prédictif à Marseille? Eh bien, quid du prédictif à Marseille? Je sais que dans quelques heures, nous allons achever la 2e édition de la Smart City et qu'elle se sera très bien passée. Mais plus sérieusement, le prédictif, c'est de pouvoir rationaliser. Aujourd'hui, nous savons très bien que lorsque ce big data tranquillité publique sera mis en place, et là bien entendu je ne peux pas trop m'avancer, même si nous savons qu'aujourd'hui les financements européens et de nos partenaires arrivent, nous allons lancer un marché, et nous sommes très attentifs bien entendu à toute l'expertise qui est rassemblée dans ce salon et qui nous a déjà apporté beaucoup d'aide. Mais le prédictif, c'est ce aujourd'hui auquel nos concitoyens sont très attentifs. Pourquoi? Parce qu'ils se disent aujourd'hui, mais ce n'est pas possible, vous l'avez tous entendu, mais comment pouvaient-ils ne pas le savoir? Eh bien, ne pas savoir, c'est ne pas collaborer, ne pas faire en sorte que l'information circule, ne pas faire en sorte que l'information soit posée sur une politique publique volontariste et affichée. Eh bien, nous, à Marseille, nous faisons ce choix-là. Nous ne le faisons pas seuls. Nous voulons que nos partenaires viennent à nos côtés, notamment sur d'autres enjeux. Nous avons construit aujourd'hui la
première brique de la ville intelligente qui est la brique de la Safe City, puisque nous avons un développement et une politique, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, très, très important, très intéressant. Nous travaillons main dans la main également avec les services de l'État, et nous avons donc considéré que près sur cette brique de Safe City, nous pouvions commencer à travailler sur la ville de demain, et cette première brique sera déclinée très certainement. Je sais que l'ensemble de mes collègues sont très attentifs à ce que nous faisons sur l'enjeu de tranquillité publique. Je parle de l'urbanisme, de la culture, de l'événement. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait ce pari. Vous voyez que nous prenons le temps, mais nous savons que nous sommes contraints d'aller très vite, parce que sinon, eh bien, nous serons très vite dépassés et nous devrons recommencer à voir quels sont les systèmes de gouvernance, quelles données et quelle analyse. Qu'est-ce que vous entendez par prédictif? Est-ce que c'est la même chose que ce à quoi peut-être chacun pense, ou moi en tout cas ce que j'entends, c'est-à-dire la capacité d'aller sur le terrain en anticipant la probabilité forte, voire certaine, d'un événement ou d'un crime ou d'une incivilité ou est-ce que c'est ça que vous visez au travers de cet appel d'offres notamment? Oui, le prédictif sur les enjeux de gestion urbaine de proximité, c'est effectivement d'aller de façon ordonnée et avec des moyens adaptés partout où nous devons répondre en termes de services publics, que ce soit dans la ville, que ce soit également dans les massifs montagneux, parce que vous doutez bien que en tant que vice-présidente de la région en charge de la sécurité et la prévention de la délinquance, je suis également attentive à voir comment à l'échelle régionale nous pourrons également utiliser le big data et partout dans la ville, même dans cette ville qui a cette particularité qui fait que cette ville n'est pas une ville divisée, mais une ville une et indivisible, un territoire où vous avez des poches de délinquance, de difficultés, d'urbanisme partout. C'est un territoire qui est particulier, Marseille. Donc oui, nous faisons ce pari-là. Nous l'avons fait avec nos caméras de vidéoprotection. À ce jour, tous les quartiers, tous les arrondissements de la ville en sont pourvus. C'est une politique effectivement une et indivisible que nous menons sur ce territoire. Esteve Almiral, à Barcelone, la sécurité et le big data, c'est un enjeu, quelque chose qui s'est... Vous avez avancé dans ce domaine, la ville? Bien, à Barcelone, peut-être... Qui a la même particularité de Marseille, d'être un port, un grand port, et il y a eu une forte insécurité dans certains quartiers de Barcelone. Moi, je ne crois qu'à Barcelone, c'était une des choses qui ont été prioritaires. C'était peut-être une décision politique de ne pas l'utiliser le big data. Mais à Chicago, c'est peut-être le plus avancé en termes de prédictif, de l'utilisation de big data au niveau prédictif. Il a fait beaucoup de choses, comme les placements de la police en dépendant de les crimes, de la taux des crimes qu'on peut prédire. Aussi, il y a des expériments à London qu'on a fait de Big Data Scientists, de ODE et aussi d'Imperial College. Et la police de London a fait beaucoup de choses, mais pas à Barcelone. À Barcelone, ce qu'on a, ce sont les pickpockets avec les touristes. Et c'est peut-être une décision. Il y a moins de Kalachnikov, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Caroline Posmentier à Marseille, pardon, à la Nouvelle-Orléans, l'une des villes les moins sûres, enfin les plus dangereuses des États-Unis depuis les inondations notamment. J'ai vu un reportage récemment qui disait que des citoyens, mais privés, un millionnaire en l'occurrence, d'après ce que montrait le reportage, avait lancé une application d'alerte sécurité, plutôt pour le centre-ville un peu touristique, qui permettait d'envoyer très très rapidement des secours ou une petite voiture électrique avec un policier qui... Je ne sais pas si elle était autonome, en tout cas elle arrivait rapidement à tout endroit de la ville. Est-ce que ça, ce sont est-ce qu'un partenariat avec du privé, ça serait envisageable en France, ou c'est vraiment la politique publique qui doit primer? Alors, sur les enjeux de sécurité publique, je le dis, je le rappelle, même si parfois ça m'est fort. Je veux dire, pour être très clair, si une start-up mettait en place une alerte sécurité, une plateforme d'alerte sécurité. Nous avons rencontré, vous vous doutez, depuis un certain nombre d'années, des start-up et nous les accueillons toujours avec beaucoup d'intérêt, qui ont effectivement mis en place une alerte citoyenne, des communautés voisins vigilants, et j'ai beaucoup de considération pour
bien souvent très jeunes, qui lancent cette innovation. Or, je le dis, je le rappelle, nous devons rester très prudents. Les voisins vigilants, la participation citoyenne, lorsqu'elle est encadrée, conventionnée avec les services de l'État, nous pouvons y aller. Or, les initiatives privées ne sont pas suffisamment encadrées et, indépendamment de la donnée, c'est l'action même qui peut en résulter, qu'il nous appartient absolument j'allais dire de surveiller à notre tour, mais d'enfermer dans ce que nous souhaitons être un état de droit. Ça, nous l'avons évoqué hier avec le général de gendarmerie. Moi, j'ai eu souvent des initiatives, des personnes qui sont venues me voir. Nous ne l'avons pas mis en place à Marseille pour l'instant, ni du côté de la préfecture de police, ni même du côté de la ville de Marseille. Mais je sais ce que vous voulez m'entendre dire. Est-ce que demain, nous allons... Vous savez, en mars 2007, il y a eu une loi très intelligente qui s'appelait la loi sur la prévention de la délinquance, loi du 5 mars 2007 d'un ministre de l'Intérieur qui connaissait aussi la proximité et pas seulement le travail ministériel, qui expliquait combien le maire est un chef d'orchestre qui doit coordonner sa politique de sécurité et de prévention de la délinquance. Encore faut-il, et je pense que le numérique et les usages que nous en ferons, nous élus de ces collectivités, pourra faire évoluer les choses, mais encore faut-il que l'on donne aux maires les moyens d'être ce coordonnateur. Et ça passe par l'information. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'un big data de la tranquillité publique avec des données qui sont des données internes à la ville de Marseille. Nous avons déjà dans ce dossier écrit à nos partenaires, que ce soit ceux de l'État ou d'autres collectivités territoriales, parce que nous avons besoin, bien entendu, d'autres données. À ce jour, ça reste un dossier pour nous qui reste un dossier ville de Marseille. Eh bien, le maire, il est comme le big data de la tranquillité publique, c'est-à-dire qu'il fait avec ce qu'il a. Il essaie de faire bien, c'est ce que nous avons fait dans cette ville, parce que, nonobstant les kalachnikovs, les règlements de compte, je crois qu'il faut quand même dire aussi que dans cette ville, la violence de voie publique a reculé, qu'il y a des résultats, c'est pas pour rien, des effectifs, une coordination, des caméras de vidéoprotection, tout ça c'est une vraie politique municipale. Donc là, encore une fois, faisons attention au cadre législatif, appelons le législateur parfois à beaucoup plus de courage en ce qui concerne justement les prérogatives des élus locaux. Et je crois que je l'ai entendu tout à l'heure, le numérique, le big data, pourquoi il s'imprègne de la proximité ? Vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau de la région a des compétences sur le transport, sur les lycées, mais n'a pas la gestion de services publics de proximité comme une ville, une commune comme la nôtre. C'est pour ça que nous avons déjà développé au sein de nos municipalités des services comme dans les bureaux de proximité, les inscriptions sur les listes électorales, toute l'aide aux citoyens, aux e-citoyens, qui doit lui aussi nous aider à faire évoluer non seulement les mentalités, mais les usages. Merci beaucoup et pardon d'avoir cité ce mot de Kalachnikov. Je ne voulais pas que ce soit mal pris. Je suis d'accord que Marseille est plus sûre. Elles ne sont pas fabriquées à Marseille. Oui, mais ça c'est comme leur nom l'indique, si j'ose dire. Olivier Biancarelli, donc pour Engie, un autre cas d'école d'application de Big Data, dans une logique là aussi d'optimisation et de nouveaux services, c'est l'énergie. Et c'est les grids, c'est les smart grids, on parle même de nanogrids, on en parlait tout à l'heure avec Gilles Babinet, dans certains pays, ou de blockchain même, si on veut aller encore plus loin. Donc dans quel domaine la data peut, dans l'énergie, apporter des disruptions, à quel horizon? Qu'est-ce que vous faites, Engie, dans ce domaine? Peut-être un tout petit mot, parce que je suis sûr que certains dans la salle doivent se demander mais qu'est-ce qui fait là ce type qui représente Engie sur Big Data et ville? Peut-être pour dire que Engie est connu comme un des leaders mondiaux de l'énergie et probablement le leader de la transition énergétique mondiale. Mais en réalité, Engie, sur 155 000 de ses salariés, a 100 000 salariés qui travaillent dans les services, et notamment dans les services à la ville. Et sous l'impulsion d'Isabelle Kocher, notre nouvelle directrice générale,
le focus a vraiment été mis autour de ces services à la ville qui avaient déjà été construits au fur et à mesure des années précédentes par certaines de nos sociétés, comme au premier rang desquelles se trouve Ineo et Ineo Digital, mais maintenant vraiment c'est devenu un axe stratégique mondial, à l'échelle mondiale, du développement du groupe Engie comme relais de croissance. Donc dans ce cadre-là, le groupe Engie, il a un positionnement qui est peut-être un peu différent de ce qu'on a pu entendre et de ce que l'on peut voir ici ou là. C'est-à-dire que bien sûr, le digital est clé, il est partout, je vais y venir dans une seconde, mais le groupe Engie se positionne comme bâtisseur de ville, puisqu'il a vraiment des savoir-faire dans les infrastructures lourdes, infrastructures de gaz, d'électricité, de fibre optique, de réseaux de chaud et de froid urbain, etc. Donc on est bâtisseur d'infrastructures, c'est une grosse partie de notre business model. On est fournisseur de services aux particuliers et aux villes notamment. Et puis on a de plus en plus, au sommet de cette pyramide, si j'ose dire, des offres digitales. Et ces offres digitales, elles ne sont pas déconnectées du reste. C'est pour ça que je refais ce tout petit panorama pour être bien compris. C'est que ces offres de services, elles vont servir, services donc digital reliés à du big data, vont servir d'abord à améliorer nos infrastructures, nos propres infrastructures. C'est-à-dire que lorsqu'on connecte des réseaux de chaud et de froid urbain type Climespace et PCU à Paris, c'est une façon de mieux les piloter et d'optimiser nos infrastructures, d'être plus efficaces. Très bien, de croiser les données, puisque nous sommes nous-mêmes créateurs de données. On est créateurs de données, fournisseurs de données, mais on utilise bien sûr aussi les données des autres. Ça va servir aussi à améliorer nos services. On passe, par exemple, on avait des solutions d'éclairage traditionnelles pour les villes, puisqu'on était donc déjà positionné fortement, notamment grâce à Ineo, sur les questions d'éclairage urbain. Maintenant, bien sûr, grâce aux éclairages publics connectés et avec un minimum d'intelligence, on fait du smart lighting et on peut avoir donc des systèmes plus efficaces qui vont produire jusqu'à 40% d'économie, valeur qu'on va pouvoir partager avec les collectivités locales, etc. Donc là, c'est l'amélioration de choses que l'on savait déjà faire. Et puis, il y a toute une partie plus disruptive qui sont la création de nouveaux services auxquels on n'aurait pas pu penser sans l'existence du digital et du big data. Et Carlos Moreno, qui est dans la salle et que je salue, c'est de quoi je parle puisqu'il a eu un rôle important pour impulser ça chez Engie, en particulier chez Ineo. Eh bien là, je pense à des choses très concrètes que nous faisons. On a parlé de sécurité, on travaille avec différentes collectivités sur des sujets de sécurité, parce que la sécurité est un des domaines dans lesquels Engie est en fait très très engagé. On est par exemple le numéro 1 en France de la vidéoprotection, c'est quelque chose qui n'est pas su, mais c'est une réalité. Et donc on travaille avec un certain nombre de collectivités comme Nice, comme Marseille ou d'autres collectivités en France sur ces sujets-là. Et dans lesquels on met une dose d'intelligence et bien sûr d'analytics. On a des partenaires comme IBM, des partenaires comme Oracle sur ces sujets. On travaille sur parfois vraiment l'utilisation pure du big data à des fins prédictives, mais plus dans une logique de prévention. On évoquait tout à l'heure plutôt la logique, j'allais dire, de prévention / répression. Je vous citerai un exemple. J'étais lundi au nord de l'Angleterre, près de Newcastle. Et avec cette collectivité, ça fait 2 ans que l'on travaille autour du big data, et parce que la collectivité, dans un contexte légal qui est le contexte légal britannique, avec une sociologie particulière, une acceptabilité sociale qui est différente de la France, il ne s'agit pas de dire que tout est reproductible partout, mais n'empêche que la collectivité locale, le council, nous a demandé de bien vouloir leur délivrer des informations qui permettraient de prévenir les phénomènes de troubled families, de familles en difficulté sociale. Donc, avec l'aide de la collectivité, du council, on a pu avoir accès à des données de police, des données du système éducatif, des données du système de santé, etc. Et en croisant ces données et en utilisant un certain nombre d'algorithmes, en les projetant sur des modélisations 3D, etc., on est arrivé à fournir pour la ville, à son seul usage exclusif, bien entendu, un panorama qui lui permet d'identifier les familles dont on peut s'attendre à des difficultés, qui sont susceptibles de générer des difficultés. Et là, ce n'est pas forcément, encore une fois, dans une logique policière ou répressive, parce qu'on a toujours le syndrome du Big Brother, avec tout ce que ça peut comporter de négatif, et on est tous, je pense, très attachés aux libertés publiques, mais ça peut engendrer un certain nombre d'autres décisions. Par exemple, ou concentrer des efforts de système de prévention sociale pour les services sociaux de la ville, tout simplement. Ou encore, plus structurel,
Ne faut-il pas, parce qu'on identifie dans un quartier donné, une localisation donnée, une concentration de ces trouble families, ne faut-il pas, par exemple, désenclaver cette partie en augmentant, par exemple, la fréquence des bus, ou voire en imaginant la construction d'une ligne de tram, parce qu'on sait très bien que le désenclavement est une des conditions de l'insertion sociale. Voilà. C'est ça aussi le prédictif et l'usage du big data, et c'est ce sur quoi nous travaillons aussi. Et on peut le faire en France ? Je pourrais le faire en France ? De façon non anonymisée. Qu'on ait les mêmes besoins dans un certain nombre de quartiers, si je ne m'abuse. De façon non anonymisée, je ne pense pas. De façon anonymisée, probablement. Il faudrait probablement prendre un certain nombre de précautions et en tout état de cause faire des consultations. Le problème le problème légal, c'est l'anonymisation, simplement. C'est surtout l'anonymisation. C'est surtout ça. Donc il faudrait travailler avec la CNIL sur. Tout à fait. Par exemple, aux États-Unis, autre sujet sur lequel on travaille beaucoup, parce que les offres de mobilité sont des offres clés pour la ville, et comme la sécurité, c'est un des verticaux sur lesquels on est très engagé, on a pris des participations dans une société américaine, parce qu'on travaille beaucoup avec des startups, qui s'appelle Streetlight Data, et qui ne fait pas de l'éclairage public comme son nom l'indique, mais qui capte des données cellulaires anonymisées, et qui, grâce à son savoir-faire qui lui est propre, va pouvoir quantifier et qualifier des flux dans la ville. Donc des flux de personnes qui se baladent, et en fonction de la vitesse de déplacement, c'est d'ailleurs si elles sont à pied, en vélo, en voiture, etc., et va pouvoir dire sur une carte représentée de façon extrêmement fine et fiable quels sont les flux dans la ville de façon récurrente, et proposer une cartographie qui va permettre, sur des bases anonymisées, de dimensionner par exemple des ouvrages d'art, des ponts, élargissement de routes, prévenir ou engendrer des décisions différentes en matière de régulation des systèmes de trafic intelligents qui demandent de la data et d'être nourris. Donc ça aussi, c'est un autre exemple assez disruptif sur lequel on se positionne, et on peut faire ça la plupart du temps avec des données anonymisées. Alors Guillaume Bonello, vous êtes un des représentants des startups il y en a plein dans le village là-haut, donc merci d'être là. Vous avez fondé Let's Chat, qui fait de la signalétique intelligente. Alors peut-être nous dire quelques mots d'abord sur cette entreprise, et par rapport au débat qu'on vient d'avoir sur la personnalisation des données, sur les nouveaux services, qu'est-ce que vous anticipez comme futur, comme innovation peut-être dans le cadre de ce que vous faites? Oui, merci. Je vais avoir la lourde tâche de représenter la minorité présente à travers les startups. Let's Chat, Let's Chat, c'est une aventure marseillaise, puisqu'en fait, on exploite une invention issue de l'université d'Aix-Marseille. On a fait notre premier démonstrateur technologique à l'occasion de Marseille-Provence 2013. Donc on a fabriqué des grands tableaux lumineux interactifs qu'on a présentés au public pendant 3 mois, et c'est par la réussite de cette première étape qu'on a eu ensuite l'idée de se dire on va essayer d'exploiter cette technologie dans le champ concurrentiel. Et donc on a commencé par explorer le marché, et là aujourd'hui effectivement on s'est orienté à la fois sur la fabrication d'un objet physique et d'un environnement logiciel. En gros, l'idée c'est de permettre de donner une boîte à outils qui permet de fabriquer le plus facilement et de concevoir le plus facilement possible des afficheurs intelligents et connectés, et qui permettent à répondre à de nombreux besoins dans le domaine de l'accueil, du retail, et de l'orientation ou de l'information des usagers ou des clients. Et alors, est-ce que, avec la révolution des données, le fait qu'on se balade tous avec un smartphone connecté à des réseaux, etc., est-ce que vous pouvez imaginer une forme de... Vous parliez de signalétique un peu personnalisée. Alors nous, on est forcément, en fait, je pense que la révolution du numérique, du digital, a entraîné l'explosion de l'Internet des objets. Donc les objets connectés, les appareils qui avant étaient tout seuls dans un coin, pas intelligents, sans dialogue. Aujourd'hui, on va arriver dans une ère où tout sera producteur de données. On pourra faire du traitement de données localement, comme on fait nous, avec des microcontrôleurs, avec des puissances de calcul locales, des mini-micro-ordinateurs qui seront embarqués partout. Et donc, effectivement, nous, on baigne dans cet univers de l'Internet des objets, et donc on traite les données, on utilise les données, et c'est ça qui fait la valeur, ensuite, de notre proposition. Alors, quel nouveau service ? Alors, moi, je voulais en revenir par rapport à ce dont on a discuté, parce que je suis un peu... Voilà, la donnée, la big data a toujours existé. Je vais comparer dans le domaine de la sécurité. Je pense qu'il y a des États dans le passé qui n'avaient pas de numérique,
qui traitait beaucoup de données pour surveiller beaucoup de monde avec beaucoup d'efficacité. Donc c'est plutôt la numérisation, l'accessibilité de ces données. C'est la massification. Voilà, la massification et surtout ce que, à mon avis, porte la révolution industrielle actuelle avec le numérique et le digital, c'est qu'on a en fait libéré, on va dire, les clients, les consommateurs, je vais employer un peu fort, mais du joug en fait des potentats et des monopoles. L'industrie du XXe siècle, c'était une industrie avec des barrières à l'entrée énormes qui faisaient que certains gros acteurs pouvaient développer des produits et les pauvres clients étaient obligés de subir les produits et sans trop de retour parce qu'il y avait très peu d'offres. Aujourd'hui, avec l'ouverture du monde digital, en fait, le coût d'accès à la technologie est devenu très bas. Et n'importe qui peut aujourd'hui, avec un investissement assez faible, avoir accès à la technologie, avoir accès aux données et inventer des services nouveaux. Et nous, on a assisté à des conférences où les grands groupes aujourd'hui sont dans la situation où ils ne savent pas, sur un marché comme l'Internet d'objets, qui va être celui qui va remporter la mise avec le service. Donc quand on parle de disruption, on a un horizon de vision qui est très, très, très court. Personne ne sait demain quel va être l'objet connecté massivement vendu, quel va être le service. Donc on avance dans un brouillard épais et tout le monde, grâce à la technologie digitale, a été mis au même niveau. Et donc ça, c'est un élément qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup de startups qui se lancent parce qu'on peut inventer des choses. Et le déterminant, et ce que ce qu'on a appris sur le terrain, c'est que pour réussir, il faut répondre à un besoin. Et donc c'est l'usager, mais surtout l'usager, qui fait la valeur, qui fait le produit. Et ça change complètement la donne dans la conception à la fois des produits, des services industriels, mais je dis aussi que ça touche les services publics. Et un des problèmes, je pense aussi, c'est qu'on a mal considéré comment dans les services rendus aux citoyens, donc moi je suis à Marseille depuis 11 ans, l'usager doit être remis au centre de l'action politique. Alors on en parle beaucoup, mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir une vision top-down et penser que l'intelligence collective, l'intelligence des individus est forte, et il faut parier sur cette intelligence-là en libérant les possibilités qu'ils auront de travailler ensemble, d'imaginer des solutions, et en récupérant ensuite ce qu'il y a de mieux, ce qui a été éprouvé, et qui fait que derrière, la puissance politique ou l'industrie va pouvoir généraliser les bonnes solutions. Vous êtes plutôt favorable pour une ouverture des données assez générale. Bien sûr, évidemment. Parce que si elle est réservée à des experts, on a malheureusement la difficulté que des fois les experts peuvent avoir un biais, malgré toute leur expertise, et ne pas être capable, alors que si on donne la possibilité à tout un chacun de répondre à ses propres besoins, c'est un autre élément fort que je voudrais pointer sur les propositions de valeur des Blablacar, des Uber et des Airbnb, c'est que non seulement ils sont allés répondre à des usagers par un manque de services d'autres situations, d'autres secteurs industriels qui étaient quand même en situation de monopole, pour ne parler que des taxis, et qui donc se donnaient pas la peine de savoir quels étaient les besoins des usagers. Donc Uber a dit, voilà, moi j'en ai marre d'attendre, je vais faire un service qui marche. Mais en plus, on est venu associer les clients en tant que fournisseurs de la solution. C'est-à-dire qu'il y a aussi une idée de comment on peut faire impliquer les clients dans les nouveaux usages et dans les nouveaux services. Et ça, c'est une mécanique d'adoption d'une solution qui est énormément efficace. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites du Blablacar, vous pouvez être à la fois consommateur et fournisseur. Et c'est un peu la mécanique de Facebook qui utilise les données des clients pour faire des choses. Et ça, c'est une dimension aussi nouvelle dans la mécanique de fabrication de nouveaux services et dans l'implication et la réussite de solutions. Donc nous, à notre petite échelle, on essaye de s'inspirer de tout ça. À Marseille, on a la chance de baigner quand même dans un écosystème où il y a suffisamment de gens qui ont aujourd'hui travaillé sur ces questions-là pour pouvoir s'en nourrir et essayer d'avancer, même si on sait qu'aujourd'hui, l'avantage concurrentiel que peut représenter un territoire se pose, puisque avec la mondialisation, l'accès des données, les déplacements, nous aujourd'hui on travaille beaucoup sur Paris, avec des partenaires à Paris, en étant sur Marseille, ça pose aucune difficulté, et ce serait la même chose à l'échelle internationale. Super, merci beaucoup, c'était intéressant, je crois qu'il y en a dépassé de 10 minutes, donc on va s'arrêter.